Bonjour, les États-Unis commencent à retirer leurs troupes du flanc est de l'OTAN, laissant les alliés européens face à de nouveaux défis. En réponse, l'Allemagne prépare une livraison sans précédent de drones de frappe à la Lituanie. Pendant ce temps, dans le contexte des violents combats pour Pokrovsk, le président Poutine fait une proposition inattendue de cessez-le-feu temporaire adressée à Kiev et aux journalistes occidentaux. Parallèlement, une intrigue diplomatique se déroule, une rencontre historique entre Donald Trump et Xi Jinping. La première en 6 ans pourrait déterminer l'avenir des relations américano-chinoises et influencer le conflit en Ukraine. Nous parlerons de ces sujets et d'autres non moins importants en détail et de manière substantielle aujourd'hui. Le monde est figé dans l'attente des conséquences de l'une des manœuvres stratégiques les plus importantes de Washington ces derniers temps. Les États-Unis ont commencé à réduire de facto leur présence militaire sur les frontières orientales de l'Alliance Nord-Atlantique. Cette démarche, que de nombreux analystes qualifient d'attendue depuis longtemps, a commencé par le retrait des contingents américains de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Slovaquie. Au total, il s'agit de milliers de militaires dont la présence servait de symbole de garantie de sécurité pour les pays situés en première ligne d'une éventuelle confrontation avec la Russie. La réduction la plus notable sera en Roumanie où la brigade de rotation américaine sur la base aérienne Mihail Kogalniceanu sera réduite. Auparavant, jusqu'à 1500 soldats y étaient basés. Désormais, leur nombre sera réduit d'environ 200 personnes. Il restera environ 1000 militaires américains dans le pays, principalement concentrés sur 2 bases clés. Le ministre roumain de la Défense, Ionuț Cristinel-Stroe, commentant cette décision, l'a qualifié de partie d'un réexamen global de la stratégie militaire des États-Unis, soulignant que Bucarest avait été informé des plans à l'avance. La déclaration du secrétaire américain à la Défense, Pete Hexton, faite à Bruxelles lors d'une réunion des chefs des ministères de la Défense des pays de l'OTAN, a mis les points sur les i. Il a directement informé les partenaires européens que le moment était venu pour l'Europe d'assumer une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité. Selon Hexton, les Européens ont démontré leur volonté de renforcer leur capacité de défense et d'augmenter leurs dépenses en armement, ce qui permet à Washington de rediriger son attention et ses ressources. Le principal objectif de la politique étrangère et militaire américaine est désormais la région Indo-Pacifique, où la rivalité avec la Chine s'intensifie. C'est ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie, dont on parle depuis de nombreuses années, et maintenant il prend des contours réels. Cependant, on ne peut pas parler d'un retrait complet des États-Unis de la région. Le président Trump, lors d'une récente rencontre avec le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, à la Maison-Blanche, a confirmé que le contingent américain en Pologne serait maintenu et peut-être même augmenté. Varsovie devient ainsi un centre militaire clé des États-Unis en Europe de l'Est, ce qui modifie l'équilibre des forces au sein de l'Alliance elle-même. Dans le contexte de ces événements, la France s'est empressée d'assurer que la défense du flanc et de l'OTAN resterait fiable même après la réduction de la présence américaine. Paris, qui plaide depuis longtemps pour l'autonomie stratégique de l'Europe, voit dans cette démarche américaine une chance de renforcer le rôle des armées européennes. Cependant, la question de savoir si les pays européens pourront, sans le soutien américain, contenir efficacement les menaces potentielles reste ouverte et suscite de vifs débats tant parmi les politiciens que dans la communauté des experts. Alors que l'Amérique réduit sa participation directe, l'Allemagne, au contraire, fait preuve de détermination et assume un rôle de leader dans le renforcement de la défense européenne. Berlin prépare la plus grande livraison d'armes de son histoire, ce qui constituera un signal sans équivoque à Moscou et à Minsk. Il est prévu de transférer jusqu'à 12 000 drones kamikazes, comme on les appelle, en Lituanie. Ces drones sont destinés à équiper la nouvelle brigade allemande de l'OTAN qui se déploie sur le territoire lituanien pour renforcer le flanc est de l'Alliance directement à la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Le montant total des contrats pourrait atteindre 900 millions d'euros. Cette commande massive sera répartie entre 3 sociétés, le géant de la défense Rheinmetall et 2 startups innovantes, Helsing et Stark. Chacune des sociétés recevra un contrat d'un montant d'environ 300 millions d'euros,
Selon le Financial Times, les livraisons seront effectuées par étapes. Berlin explique officiellement cette répartition de la commande par la volonté de stimuler la concurrence, de soutenir l'innovation et de diversifier les chaînes d'approvisionnement dans l'industrie de la défense. Cette démarche est une manifestation éclatante de la nouvelle doctrine de défense allemande, connue sous le nom de Zeitenwende ou tournant décisif, proclamé après le début du conflit à grande échelle en Ukraine. Dans le contexte de ces préparatifs militaires, l'activité diplomatique ne faiblit pas. Le 30 octobre, le chancelier allemand Friedrich Merz a une rencontre importante avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. À l'ordre du jour figurent les questions de sécurité, les livraisons d'armes et bien sûr la situation en Ukraine. Ankara, qui possède la deuxième armée la plus importante de l'OTAN, aspire à un réarmement accéléré. La Turquie se dit intéressée par l'achat de jusqu'à 40 avions de combat Eurofighter, dont la production implique l'Allemagne et, à long terme, ne perd pas l'espoir d'obtenir des avions de combat américains de 5e génération F-35, malgré les sanctions en vigueur de la part des États-Unis. La position de la Turquie, qui jongle habilement entre ses obligations au sein de l'OTAN et ses relations pragmatiques avec la Russie, en fait un acteur clé dans la région, et les négociations à Ankara pourraient avoir des conséquences considérables pour l'ensemble de l'architecture de la sécurité européenne dans le contexte de formulations diplomatiques mesurées et de manœuvres stratégiques. Une déclaration vraiment retentissante et dure a été faite depuis la Belgique. Le ministre de la Défense du pays, Theo Franken, a fait une mise en garde qui a été immédiatement diffusée par les médias du monde entier. Dans son interview à l'hebdomadaire belge Humo, il a déclaré que si le président Poutine ordonnait une frappe sur Bruxelles, qui est non seulement la capitale de la Belgique, mais aussi le siège de l'OTAN et de l'Union européenne, Moscou serait rayé de la carte. Franken estime que certains politiciens européens sous-estiment dangereusement le potentiel militaire et la détermination de la Russie, tout en surestimant leurs propres forces. Selon lui, l'OTAN est peu engagée dans une course aux armements avec Moscou, et jusqu'à présent, la Russie agit plus efficacement, augmentant rapidement sa puissance militaire. Celui qui pense que la Russie n'est pas effrayante se trompe lourdement. C'est une superpuissance géopolitique avec une armée forte et un grand esprit de combat, a souligné le ministre. Il a également souligné l'une des principales faiblesses de l'Europe, sa fragmentation. L'Union européenne, selon Franken, n'a toujours pas de commandement militaire unifié, ni de force de réaction rapide, ce qui la rend vulnérable. Les succès de l'Ukraine sur le champ de bataille, affirme-t-il, ne sont pas tant dus à la faiblesse de l'armée russe qu'au fait que Kiev se bat en utilisant les armes et les ressources financières du monde occidental tout entier. Répondant à la question du risque d'escalade nucléaire, le ministre belge s'est dit convaincu que Poutine ne recourra pas à l'arme nucléaire, car il est parfaitement conscient du prix de la riposte. Cependant, selon lui, la même riposte écrasante, c'est-à-dire la destruction complète, attend Moscou, même en cas de frappe non nucléaire sur la capitale de l'OTAN. Franken ne voit pas de voie réaliste vers la paix dans un avenir proche. Poutine ne veut pas vraiment négocier. Il cherche à exploiter au maximum la faiblesse de l'Europe. Plus vite nous nous réarmerons, moins il aura de chances de s'emparer de l'Ukraine, a-t-il déclaré. Dans le même temps, le ministre est convaincu qu'il est impossible de mettre la Russie à genoux par des moyens purement militaires sans déployer des centaines de milliers de soldats européens sur le champ de bataille, ce qui, de son propre aveu, ne suscitera pas d'enthousiasme dans les parlements européens. La solution, selon Franken, réside dans l'étranglement économique de la Russie. Il a qualifié la situation actuelle de nouvelle guerre froide dans laquelle la stratégie de l'OTAN doit rester la même, la paix par la force. Pendant que l'Europe discute des scénarios de dissuasion, un événement diplomatique d'une ampleur historique se déroule à l'autre bout du monde. Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping tiennent leur première rencontre en personne depuis 6 ans. Les négociations se déroulent en Corée du Sud, en territoire neutre, ce qui est en soi un signal important.
Au centre de l'attention, selon la presse occidentale, se trouvent 3 thèmes clés: les droits de douane, le problème de Taïwan et la position de la Chine concernant la guerre en Ukraine. Le fait même de ces négociations, selon les analystes de la chaîne de télévision CNBC, témoigne du fait que Washington et Pékin cherchent des moyens de réduire le niveau de tension et une sorte de redémarrage des relations qui ont été sérieusement compromises lors de la récente guerre commerciale. Le New York Times suppose que Xi Jinping demandera à la partie américaine la garantie que Washington ne soutiendra pas l'indépendance de Taïwan, ce qui est une ligne rouge pour Pékin. Donald Trump, de son côté, a l'intention de discuter de la manière dont la Chine pourrait utiliser son influence sur Moscou pour accélérer la fin du conflit en Ukraine. Malgré le niveau élevé de la rencontre, de nombreux experts, notamment ceux interrogés par la BBC, appellent à ne pas s'attendre à des décisions révolutionnaires. Au mieux, selon eux, on peut espérer la conclusion d'une sorte d'armistice dans la nouvelle guerre froide entre les 2 principales puissances économiques et militaires du monde. Les contradictions fondamentales dans leurs relations sont insurmontables, car ni les États-Unis ni la Chine ne sont prêts à céder dans la lutte pour le leadership mondial. Chacun des dirigeants a ses propres atouts. La semaine dernière, le président Trump a exprimé l'espoir que la Chine aiderait les États-Unis sur la question de Moscou. Comme vous le savez, j'ai de bonnes relations avec le président Xi, nous allons nous rencontrer et je pense que nous aurons une bonne rencontre, nous parviendrons à de bons accords. L'une des questions est bien sûr la relation entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré Trump aux journalistes. Alors, cette rencontre va-t-elle changer quelque chose dans l'échiquier mondial ou tout restera-t-il comme avant ? Le monde attend avec impatience les résultats des négociations à Séoul, tandis que des combats acharnés se poursuivent sur le front en Ukraine. L'un des points les plus chauds reste la direction de Pokrovsk dans la région de Donetsk. Selon la partie ukrainienne, le commandement russe a lancé un groupement d'environ 11 000 militaires pour encercler l'agglomération de Pokrovsk. Les troupes d'assaut aéroportées ukrainiennes signalent que les forces russes, qui sont déjà entrées dans la ville, ont l'intention de développer l'offensive au nord-ouest et au nord de Pokrovsk afin de boucler complètement le chaudron. La partie russe, pour sa part, déclare avoir réussi à encercler des unités des forces armées ukrainiennes non seulement dans cette région, mais aussi dans la direction de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Dans le contexte de ces informations, le président Vladimir Poutine a fait une déclaration inattendue. Il a annoncé la volonté de Moscou de conclure un cessez-le-feu temporaire. Selon lui, les hostilités pourraient être arrêtées pendant plusieurs heures, 2, 3, 6 heures, afin de permettre aux représentants des médias, en particulier aux journalistes ukrainiens et occidentaux, d'entrer dans la zone d'encerclement. Nous sommes prêts à faire tout, comme je le dis maintenant, afin que des groupes de journalistes puissent entrer dans ces localités, voir ce qui s'y passe, parler aux militaires ukrainiens et repartir. La seule question est de savoir si la partie ukrainienne y est prête, a déclaré Poutine, faisant comprendre qu'il attendait une réaction de Kiev. À Kiev, cette proposition a été accueillie avec un extrême scepticisme. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a déclaré que Poutine opérait avec des informations non fiables sur la situation réelle sur le front. L'un des représentants du ministère s'est exprimé encore plus durement. Si le dictateur russe n'était pas un criminel de guerre, on pourrait compatir au fait qu'à son âge avancé, il est obligé de répéter les mensonges de ses généraux, auxquels même son propre public ne croira pas. Le président Volodymyr Zelensky, reconnaissant la situation extrêmement difficile pour les troupes ukrainiennes dans la direction de Pokrovsk, a néanmoins qualifié de mensonges les propos de Poutine sur l'encerclement. La situation y est, comme la semaine précédente, la plus intense. Avec une forte concentration de forces russes, les occupants tentent de s'implanter et chaque occupant détruit là-bas est un résultat pour tout notre pays, a déclaré Zelensky, ajoutant que dans la direction de Kupiansk, la situation est sous le contrôle total des forces ukrainiennes. Parallèlement, des signaux de volonté de parvenir à un processus de paix continuent d'arriver de Russie. Le représentant spécial du président Poutine, Kirill Dmitriev, qui dirige également le Fonds russe d'investissement direct, s'exprimant lors d'une conférence sur l'investissement en Arabie Saoudite,
n'a pas exclu que la guerre puisse prendre fin dans un avenir proche. À la question de savoir si la paix est possible dans un délai d'1 an, il a répondu par l'affirmative, ajoutant « Nous sommes convaincus que nous sommes sur la voie de la paix ». Cependant, au Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, ces déclarations sont accueillies avec méfiance. On y a calculé que depuis le début de l'année en cours, la partie russe a fait au moins 50 déclarations officielles de volonté de parvenir à des négociations de paix. En moyenne, cela représente 4 déclarations par mois, mais aucune d'entre elles, selon Kiev, n'a abouti à un progrès réel. Le CSND a rappelé que l'Ukraine avait accepté un cessez-le-feu complet dès le mois de mars, mais que la Russie, sous divers prétextes, poursuit les hostilités. Dans le contexte de ces déclarations et des combats dans l'Est, l'ensemble du territoire ukrainien a de nouveau été soumis à une attaque massive. Les avertissements d'une attaque combinée imminente ont commencé à arriver dès mercredi. Les messages des chefs des régions occidentales de Transcarpathie et d'Ivano-Frankivsk ont suscité une inquiétude particulière sur les réseaux sociaux. L'un des fonctionnaires a déclaré que les forces russes avaient des objectifs réalisables sur le territoire de la Transcarpathie, une région qui était jusqu'à présent considérée comme relativement sûre. L'attaque a commencé par le lancement de drones de frappe qui visaient les régions du sud, la région de Poltava et la capitale. En raison de leur chute et du travail de la défense aérienne, des incendies se sont déclarés dans plusieurs endroits et déjà après minuit, l'aviation stratégique russe a levé dans les airs jusqu'à 10 avions porteurs de missiles qui ont atteint les lignes de lancement. Au moment de la préparation de ce numéro, l'attaque était toujours en cours. L'un des principaux objectifs, comme auparavant, restait l'infrastructure énergétique du pays, ce qui suscite une inquiétude particulière à l'approche de l'hiver. Alors que les rapports militaires dominent l'espace informationnel, au Parlement russe, on discute d'initiatives visant à renforcer la pression sur ceux qui ont quitté le pays et qui s'opposent à la politique officielle. Le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine, a proposé de priver de leur pension les Russes qui ont été reconnus comme agents étrangers. Selon sa proposition, les versements de pension pour ces citoyens devraient être versés non pas sur leurs comptes habituels, mais sur des comptes spéciaux. Et si une personne souhaite obtenir cet argent, elle devra revenir dans le pays et, comme l'a dit le président, répondre devant la loi. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Une personne qui a trahi le pays se promène dans Paris et reçoit une pension de Russie. S'il veut la recevoir, qu'il vienne dans le pays et qu'il réponde. Et ensuite, peut-être qu'il n'aura plus besoin de pension, car dans les endroits où il devra travailler, on mange gratuitement, a déclaré Volodine, faisant une allusion non équivoque à l'emprisonnement. Rappelons que la loi sur les agents étrangers a été adoptée en 2012 et concernait initialement les organisations à but non lucratif recevant un financement étranger. Plus tard, son action a été étendue aux médias, aux entreprises commerciales et en fin de compte, aux personnes physiques. De nombreuses personnalités de la culture, des journalistes, des musiciens et des défenseurs des droits de l'homme qui se sont opposés à la guerre ont été inscrits sur les listes d'agents. Pendant ce temps, en Europe, la tension liée à l'afflux de réfugiés d'Ukraine s'intensifie, mais l'attention se porte désormais sur les jeunes hommes. Comme l'écrit le prestigieux journal Politico, en Allemagne et en Pologne, le mécontentement du public grandit en raison de l'augmentation du nombre de jeunes Ukrainiens en âge d'être appelés sous les drapeaux. Cela s'est produit après que Kiev a assoupli cet été la restriction de sortie du territoire pour les hommes âgés de 18 à 22 ans. Rien qu'en septembre et octobre, selon le journal, près de 100 000 personnes de cette catégorie d'âge ont traversé la frontière polonaise. Les autorités de Berlin et de Varsovie craignent que cette situation n'accentue le mécontentement des électeurs et n'entraîne, par conséquent, une diminution du soutien public à l'aide militaire à Kiev. Les forces politiques de droite et d'extrême droite en Allemagne en profitent très activement. Les conservateurs du bloc de Friedrich Merz proposent déjà de limiter les prestations sociales pour les Ukrainiens, en particulier pour les jeunes hommes, afin, selon eux, de leur enlever l'envie de se soustraire au service militaire.
Des exigences similaires sont formulées par le parti polonais Konfederacja, dont les représentants qualifient les jeunes Ukrainiens de déserteurs entretenus aux frais des contribuables polonais. De telles déclarations sont faites malgré le fait que, comme le souligne Politico, les Ukrainiens apportent une contribution significative à l'économie des pays d'accueil. En Pologne, par exemple, les citoyens ukrainiens représentent plus de 6% de l'ensemble de la main-d'œuvre et apportent une contribution substantielle à la croissance économique. Néanmoins, les sentiments nationalistes se renforcent. Récemment, le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, représentant les forces de droite, a mis son veto à la loi sur la prolongation de l'aide aux réfugiés ukrainiens, déclarant que les avantages ne devraient être accessibles qu'à ceux qui travaillent et paient des impôts en Pologne. Des exigences similaires ont été formulées à plusieurs reprises par le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, qui gagne en popularité en Allemagne, ce qui crée de sérieux défis pour l'unité européenne sur la question du soutien à l'Ukraine. Dans le contexte des batailles géopolitiques en Russie, une discussion inattendue s'est zankai dans le domaine culturel. L'un des produits d'exportation russes les plus réussis, la série animée Masha et l'ours, a été pris pour cible par le public. Il est proposé de l'interdire à la diffusion et de le retirer des plateformes de streaming. Selon le journal Absaz, cette initiative a été lancée par le politologue et personnalité publique russe Vadim Popov. Selon lui, les relations entre le personnage principal Masha et l'ours sont contraires aux valeurs traditionnelles russes. L'activiste affirme que le modèle où un enfant resté sans parents est élevé par un ours donne aux jeunes téléspectateurs une idée erronée d'une famille à part entière et solide. Popov a également décelé dans le dessin animé des scènes cruelles et ambiguës. Par exemple, l'épisode où Masha oblige les loups à se faire soigner dans un état d'hystérie ou la série sur l'amour de l'ours, dans laquelle l'héroïne donnerait un mauvais exemple aux filles. Il est curieux que ce même dessin animé ait déjà été critiqué en Ukraine. On y a appelé à l'imposition de sanctions contre Masha et l'ours, affirmant qu'il contenait des éléments de propagande russe. Les experts ukrainiens des médias ont souligné que l'héroïne reste souvent impunie pour ses bêtises et que, dans certains épisodes, elle apparaît avec une casquette soviétique et un casque de tankiste, ce qui, selon eux, est un élément de militarisation de la conscience dès le plus jeune âge. Et pour conclure ce numéro, un sujet qui concerne l'avenir de l'humanité tout entière. La lauréate du prix Nobel d'économie, Claudia Goldin, a présenté une étude dans laquelle elle a nommé la principale raison de la baisse mondiale du taux de natalité. Selon elle, le facteur clé est la croissance de l'autonomie des femmes qui ont eu un accès sans précédent à l'éducation, aux opportunités de carrière et surtout au contrôle des naissances au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, selon la scientifique, dans plus de la moitié des pays du monde, le taux de natalité est inférieur au niveau de simple reproduction de la population. Le problème, selon Goldin, est aggravé par le fait que, alors que les femmes ont radicalement modifié leurs rôles sociaux, les hommes conservent en grande partie des opinions traditionnelles sur la famille et la répartition des tâches. Les femmes attendent de leurs partenaires une contribution égale à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, mais ne la trouvent souvent pas. Cette disproportion est particulièrement aiguë dans les pays où les femmes consacrent aux tâches ménagères et aux soins des enfants en moyenne 3 heures de plus par jour que les hommes. Ces pays sont le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Et ce sont précisément ces pays qui affichent l'un des taux de natalité les plus bas au monde. À titre de comparaison, en Suède et au Danemark, où la différence de charge domestique entre les sexes est inférieure à 1 heure, le taux de natalité est nettement plus élevé. Claudia Goldin en conclut que le faible taux de natalité n'est pas simplement dû à la croissance de l'indépendance des femmes, mais à la présence d'obstacles structurels. Il s'agit à la fois de problèmes d'acceptation d'engagement mutuel au sein des couples et de l'absence de garanties publiques fiables sous la forme de crèches accessibles et d'autres formes de soutien aux familles. Sans de telles garanties, conclut la lauréate du prix Nobel, la croissance de l'autonomie des femmes entraîne effectivement une baisse du taux de natalité.
Cependant, en présence d'un soutien public puissant, elle peut au contraire favoriser sa croissance, tout en augmentant la productivité économique des femmes et en créant des relations plus justes et harmonieuses au sein des familles. Selon vous, est-ce là que réside la racine de la crise démographique ? Pourquoi les couples modernes refusent-ils de plus en plus d'avoir des enfants ? Partagez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de soutenir notre travail avec un like, un abonnement et un commentaire. À demain